Le propos de gravité que je veux tenir concerne cette question des identités qui apparaît partout à la surface de la presse depuis très très longtemps maintenant, identité qui est mise en avant ici et là dans le monde à travers des zones de conflit. Regardez toutes les analyses des relations entre Ukraine et Russie. Identité, identité, identité. Regardez toutes les éruptions d'une identité islamiste qui serait mise en avant. Identité, identité, identité. Identité meurtrière, disait Mahalouf jadis. Je veux attirer votre attention sur un fait, c'est que la question des identités est une question éminemment complexe et ne doit pas être prise à la légère. Une question complexe, et ce mot est un mot utilisé par Fernand Braudel, est utilisé par tous les penseurs qui ont travaillé sur cette question-là. Zygmunt Bauman, un grand penseur polonais, Marcel Détienne, un grand penseur français, qui titre un ouvrage sur l'identité nationale. Vous savez qu'on a beaucoup parlé d'identité nationale dans les années 2007-2010, et Marcel Détienne avait écrit un livre sur l'identité nationale dont le sous-titre était « Une énigme ». C'est-à-dire que ce sont des choses très complexes qui en appellent à de l'histoire, à de la géographie, à de la sociologie, à de la psychologie, et qu'il ne faut pas utiliser de manière un peu trop rapide, de manière caricaturale bien souvent. Fernand Braudel disait, parlant de l'identité de la France, « manifeste est son ambiguïté ». Voilà, je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus, en guise d'introduction, et quand on parle d'identité bretonne au singulier, quand on parle d'identité nationale française au singulier, quand on parle des identités ici ou là dans le monde, attention, c'est compliqué. Et pour illustrer le complexe de cette notion, je voudrais, de manière extrêmement simple, quasiment comme lors d'une discussion du café du commerce, nous nous trouvons côte à côte, à une heure intelligente, dans un lieu sympathique, et on ne se connaît pas. Et donc on échange, et qui tu es, toi, ou qui êtes-vous? Voilà, on apprend à se connaître. Que va-t-on dire? On va dire un certain nombre de choses objectives ou objectivables. Bon, homme, femme, objectif ou objectivable. Vous savez que les questions de genre sont des questions aujourd'hui qui peuvent poser problème. Bien. Déjà, c'est compliqué. Jeune, vieux. Oui, jeune, vieux. J'ai souvent eu l'occasion de dire que j'avais des étudiants de 20 ou 22 ans qui me semblaient plus vieux qu'Edgar Morin. Ou qu'Edgar Morin me semble peut-être toujours plus jeune qu'un certain nombre d'étudiants que j'ai pu avoir. C'est quoi la jeunesse? C'est la jeunesse des artères, mais enfin, il y a des parts de subjectivité aussi. Il y a des esprits jeunes, vieux. Et puis, il y a des esprits vieux, jeunes. Donc, question complexe. Et puis, on peut prolonger le propos sur la narration de soi. C'est-à-dire qu'à côté des éléments objectifs ou objectivables, il y a des éléments de subjectivité qui nous construisent, qu'on ne voit pas quand on est là côte à côte dans un bistrot ou dans un restaurant. Les éléments de représentation, les éléments d'idéologie, les éléments multiples qui nous fondent. Ce n'est pas la même chose d'être un militant catholique traditionnaliste ou d'être un militant communiste athée. C'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même construction de soi. Et donc, il y a tout un immense ensemble de représentations, d'idéologies qui nous construisent aussi et qui participent de ce récit que l'on fonde quand on s'explique à quelqu'un, quand on se raconte à quelqu'un. Voilà, je suis un homme de tel âge, je suis originaire de Guingamp, j'ai vécu à Douarnenez, et ces différents éléments me construisent. C'est un récit que l'on fait. On se présente à l'autre. Sauf que, dans toute présentation de soi, on va mettre en avant un certain nombre d'éléments et on va mettre sous le boisseau un certain nombre d'autres. Bon, il y a des choses qu'on ne va pas dire tout de suite, hein. Évidemment, tout le monde. Il y a des choses, par contre, que l'on va tendance à magnifier un peu,
que l'on va mettre en avant. Donc des éléments d'objectivité, parfois relative, des éléments de subjectivité, avec évidemment toute leur relativité, qui sont intégrés à un récit de soi, on se présente, voilà qui je suis, un récit qui dépend des contextes. On ne se présente pas tout à fait de la même manière aux gens en fonction des gens que l'on ressent en face de soi, ou en fonction des lieux où nous sommes. Si on se retrouve tout à l'heure à boire un coup au festival de Cornouailles, je ne vais pas vous dire tout de suite « je suis breton ». Je peux vous dire « je suis un peu douarneniste ». Mais par contre, si on se croise au Japon, et qu'on ne se connaît pas, je vais vous dire ben, « je viens d'un petit pays qui est tout au bout de l'Europe et qui s'appelle la Bretagne ». C'est-à-dire que, élément objectivable, de subjectivité, intégré à un récit qui peut évoluer en fonction des contextes, et qui peut évoluer aussi en fonction du temps. Et ça, c'est une autre dimension du complexe, c'est qu'on est le même toujours sans être le même, évidemment. Je suis ce que j'étais quand j'avais 40 ans, je suis celui que j'étais quand j'avais 20 ans, mais je ne suis pas tout à fait le même. Parce qu'il y a une expérience de la vie, parce qu'il y a ce que Louis Guillou appelait une culture qui s'est construite au fur et à mesure des décennies, et qui fait que je suis le même sans être tout à fait le même. Voilà. Ça, c'est des éléments qui construisent nos identités individuelles. C'est ça, en quelque sorte, le ramassis, le résumé de ce qui fonde nos sentiments d'être nous-mêmes. Eh bien, regardez l'histoire des peuples. Vous allez voir les mêmes ingrédients à la base de ces sentiments d'appartenance, ce que l'on appelle aujourd'hui, de manière hâtive bien souvent, l'identité. L'identité nationale, l'identité régionale, mettez les qualificatifs que vous voulez, peu importe, c'est les mêmes phénomènes. Il y a des éléments objectivables. Ce n'est pas la même chose de vivre dans la steppe de Sibérie, de vivre dans le Sahel, ou de vivre dans un pays comme la Bretagne aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Il n'y aura pas les mêmes comportements, il n'y aura pas les mêmes activités qui, pour beaucoup, naissent des relations aux éléments naturels. Ça ne sera pas pareil. Il y aura des éléments objectivables différents. Il y aura des éléments de subjectivité différents. Évidemment, ce n'est pas la même chose d'être en Corée du Nord aujourd'hui ou en Afghanistan que de vivre à New York ou Manhattan. Ce n'est pas la même relation aux autres. Ce n'est pas la même relation à l'altérité. Des éléments objectivables, des éléments de subjectivité qui sont intégrés à un récit. On appelle ça l'histoire. Au XIXe siècle, quand on invente la notion d'histoire, qui est une notion récente dans le sens actuel du terme, les premiers historiens liés au romantisme, je pense à Jules Michelet pour l'histoire de France, vont construire ce que l'on appelle un roman national. Un roman national, j'aurai l'occasion d'y revenir, un récit en quelque sorte. Mais ce récit de l'histoire de la France dépend aussi, c'est la même chose que pour nos identités individuelles, de l'altérité. La relation à l'Allemagne, la relation à l'Angleterre, sont des éléments qui participent à la construction d'un roman national. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Bref, la notion d'identité est une notion complexe qui mêle des ingrédients divers, objectifs, subjectifs, qui s'intègrent à un récit national, une histoire de la Bretagne, une histoire de la France, qui peut évoluer dans le temps, au fur et à mesure de l'évolution, évidemment, des sociétés directement concernées. Un sondage, le dernier gros sondage qui a été fait en Bretagne sur les identités des Bretons, c'était en 2018, c'est le dernier que l'on a. Alors évidemment, avec l'appareil scientifique habituel, ce n'est qu'un sondage, mais il est conforme à tous ceux qui l'avaient précédé, donc je le cite pour mémoire.
on demandait aux Bretons s'ils se sentaient bretons, point final. Français, point final. Bretons et français, ou bretons, français et européens. 2018, c'est relativement récent. 79% des Bretons sont à la fois bretons, français et européens. 6% sont bretons et français. On enlève la dimension européenne. 4% sont français, point final. 3% sont bretons, point final. 79% sont bretons, français, européens, et 6% bretons, français. On interroge ces 85%-là. Dans quel ordre? Bretagne, France. Sentiment d'appartenance à la Bretagne, sentiment d'appartenance à la France. 48% français, d'abord. 38% bretons, d'abord. Ça, c'est le dernier sondage que l'on a, et il correspond à toutes les études qui avaient été réalisées par un certain nombre de sociologues les 30 années qui avaient précédé. Et ça nous dit quelque chose de très simple, à savoir que le propos de Mona Ozouf sur les identités composites, à savoir qu'en Bretagne, on est assez naturellement, en quelque sorte, breton, on le dit, c'est clair. On est intégré à un espace qui s'appelle la France, on le dit, c'est clair. Et on se sent intégré à un vaste espace européen, on le dit, c'est clair. 79% des Bretons se sentent de cette trilogie identitaire-là. Bien. D'où ça vient? Comment on explique ça? Qu'est-ce qui nous amène à cette alchimie très particulière et assez singulière? C'est une longue histoire. Une longue histoire sur laquelle je veux revenir assez rapidement. Je regarde d'ores et déjà Goulvenec pour qu'elle sache si je puis dire, tenir la bride. Parce que, voilà. Historiquement, et tout au long de la très longue durée, nos sentiments d'appartenance se sont construits à l'échelle des terroirs. Les millénaires qui nous ont précédés. On est d'où? On est du pays de Guingamp. On est du pays bigoudin. Ça, c'est manque de bol. Ça, c'est vraiment manque de bol. Ça, c'est qu'on a quand même commis beaucoup de péchés, les générations et les générations qui nous ont précédés. C'est pénible, même. Enfin, bon, ben, ça arrive. On est bigoudin. Il y en a, ils sont douarnenistes. Ceux-là, ils ont de la chance. Vraiment. Ils ont de la chance. Non, mais c'est objectif. Non, je vous entends ricaner, mais c'est objectif. Être à proximité de la plus belle baie du monde, c'est quand même une chance. Bon, c'est comme ça. On marche à pied, et on marche, si je puis dire, exclusivement à pied ou au rythme du cheval. On s'intègre à un espace qui est polarisé par la petite ville de foire ou de marché. Le paysan de Saint-Agathon, de Pabu, de Grasse ou de Plouisy, il ira au marché à Guingamp. Il ira à la foire à Guingamp. C'est un même espace culturel, c'est un même espace linguistique, c'est un même espace d'interconnaissance relationnelle. On se fréquente, on est de là. C'est le pays. C'est le pays. Et quand on lit des correspondances, assez tard, jusqu'à la guerre 14-18, on va voir des soldats de la région guingampaise, par exemple, qui vont écrire à la famille en disant « J'ai vu un pays ». La notion de pays, c'est le terroir de la proximité. On est de là. Et de temps en temps, on sort de cette proximité immédiate pour aller à un grand marché ou une grande foire, la foire aux chevaux sur le Ménébré. Et là, on va voir des gens qui viennent d'autres petits terroirs. C'est des grandes fêtes. On découvre d'autres, une forme d'altérité de proximité, qui sont intégrés à un même ensemble culturel. Alors on se comprend, c'est la même langue,
Ah, des fois, il y a un petit mot qui change. Des fois, il y a un petit détail qui varie. Mais enfin, globalement, on se comprend. Et puis, c'est intéressant parce qu'ils peuvent nous donner des trucs, des informations, un fait divers qui s'est passé à Lokirec. Alors là, c'est loin. Voilà. Mais la foire aux chevaux, en haut du Ménébré, ça participe à ça. Il y a aussi les pardons. Sainte-Anne-la-Palue va amener les douarnenistes à fréquenter des gens qui viennent de la presqu'île de Crozon. Alors ça, c'est un mystère. Des gens qui viennent du Porzay, des paysans. Pas très intéressant. Et il y a là de la découverte d'une altérité de proximité, mais ce qui fonde les identités premières pendant des siècles et des siècles, c'est le clan, la tribu, à l'échelle d'un terroir, d'un pays. C'est la connivence, c'est des potins partagés, c'est toute une zone d'interrelation culturelle, linguistique, religieuse, etc., etc. Je schématise évidemment, parce que vous imaginez que les grands nobles ou que les marins peuvent très tôt connaître des altérités majeures d'autres langues, d'autres pratiques. Mais enfin, l'essentiel de la population bretonne est paysanne, restons-en aux grands axes. Ce sentiment d'appartenance au terroir va considérablement être bousculé au XIXe siècle. Parce qu'il y a plusieurs éléments essentiels qui viennent interroger ce sentiment d'appartenance et évidemment autour d'une question centrale à partir de la Révolution française, c'est la construction progressive, cela mettra un siècle, d'une identité nationale, volonté idéologique, volonté politique, volonté administrative. Pour une raison simple, que je caricature peut-être, mais le propos est en cours, on ne peut pas rentrer dans les détails, c'est que la Révolution française veut construire une nation à partir de ce socle idéologique qui se traduit dans la Constitution en 1791. Le royaume est un et indivisible. En 1792, en septembre, la République est une et indivisible. Pourquoi cette unité mise en avant? C'est tout simplement parce que la Révolution était menacée aux frontières, c'est parce que la Révolution était menacée à l'intérieur par la guerre civile, et donc face au risque d'implosion de la Révolution, on a construit un socle idéologique extrêmement rigide, unité, indivisibilité. Faisons un pour continuer à prolonger cette aventure politique. Mais là, il y a une grande question qui se pose, que développe Fernand Braudel, c'est que la France de 1789, c'est une mosaïque. Et il va falloir construire une unité à partir d'une mosaïque. Mosaïque de langue, mosaïque de pratiques culturelles, mosaïque d'être au monde, en quelque sorte, entre le paysan du Périgord, le paysan de la Beauce ou de la Brie déjà, tout l'ensemble proto-industriel qui existe de manière très différenciée partout, les costumes différents, bref, une mosaïque de terroirs, pour reprendre cette expression, qui vont devoir être unifiés dans le cadre de la démarche idéologique engagée par la Révolution française. Ça va prendre un siècle. Entre 1790 et 1890, ça va prendre un siècle parce que ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Il faut remettre ça dans le contexte du temps. La population est illettrée, on ne va pas à l'école, on n'a pas vu de représentation cartographique de la France, et on nous dit qu'on est français. Mais vous pouvez monter sur le Ménébré dont je parlais tout à l'heure, vous pouvez même prendre quelqu'un sur votre dos pour être plus grand encore, on ne verra jamais la France. Du sommet du Ménéum, on peut voir le terroir dans lequel on vit. Du sommet de la cathédrale de Quimper, on peut voir le pays de Quimper qui se dessine un peu autour. En haut du Frugy, on peut avoir une vision de Quimper assez élargie, mais vous pouvez même vous mettre sur la pointe des pieds en haut du Frugy, vous ne verrez pas la France. Vous ne verrez jamais la France. Or,
et c'est un élément sur lequel je veux vraiment attirer votre attention, c'est que les sentiments d'appartenance, l'identité locale à l'échelle des terroirs, elle est basée sur les sens. On voit son pays, on le sent, on a l'odeur des champs de son pays. On le fréquente, ce pays, avec ses pieds. On marche, on va d'un village à un autre. On connaît intimement son pays. On sait même rentrer la nuit derrière son cheval quand on a pris un gros coup dans la coiffe en allant chez le cousin. On sait son pays, intimement, par les sens. Sauf que l'identité nationale, ce n'est pas une question de sens. On ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne le fréquente pas avec ses pieds. C'est trop grand. Il faut donc, pour construire un sentiment d'appartenance à des échelles territoriales aussi immenses, il faut donc de très, très nombreux médias, une organisation tout à fait considérable. Et c'est ce qui va se passer tout au long du XIXe siècle pour construire cette affirmation d'identité nationale. C'est une administration, c'est l'école, c'est un marché, et donc le rail, la route également, c'est un ensemble d'éléments qui vont peu à peu construire ça. La conscription, la presse à la fin du siècle. Je veux juste en identifier quelques-uns, rapidement. La mairie. Ah, la mairie. L'organisation de la Révolution organise le passage de la paroisse à la commune, avec donc une laïcisation des représentants de la population. Bientôt, on les élira. Et quand on élit les représentants communaux, on inscrit la commune dans un ensemble beaucoup plus vaste. C'est une évolution considérable. Les lois communales de 1884 ont une importance considérable. Pourquoi? Eh bien parce qu'à Pluguffan, comme à Trémuson, comme n'importe où, vous allez avoir les différents grands blocs politiques nationaux qui vont avoir leurs représentants locaux. Or, dans les petites communes, tout particulièrement, on les connaît. On a toujours un voisin, un tonton, un cousin qui va se retrouver sur, en gros, la liste royaliste ou la liste républicaine, la liste de droite, la liste de gauche, etc., etc. C'est la République au village. C'est la proximité, l'intimité et donc l'appropriation. La loi de 1884, ça fait passer la France d'une espèce d'abstraction lointaine à quelque chose de très très concret. Mais il y a évidemment beaucoup d'autres éléments. J'ai cité l'école, j'y reviens très rapidement aussi. L'école, on le sait en Bretagne, ça a été un élément primordial et parfois très douloureux. Pourquoi? Plusieurs éléments. Premier élément qu'amène l'école, c'est un discours commun. Un discours commun sur l'histoire. Et le roman national dont on parlait tout à l'heure va se retrouver à la fin du siècle dans toutes les écoles de France et de Navarre, et même dans les lointains à l'échelle de l'Empire, nos ancêtres les Gaulois. Ce roman national qui fait fi de toutes les différences liées à la mosaïque des terroirs dont je parlais tout à l'heure, et qui fait fi aussi de l'histoire des duchés, de l'organisation, etc., etc. Avec des angles morts, et en Bretagne, on est bien placé pour le savoir. Que fait une école quand elle s'ouvre? Que fait-on quand on ouvre une classe? Eh bien, on met au fond de la classe la carte de France. Élément capital, parce que la France, on ne sait pas ce que c'est, avant d'en voir la représentation. Il ne faut jamais oublier qu'une carte, nous on est abreuvés de cartes, hein. On connaît ça, on est né avec les cartes, mais il faut se remettre au XIXe siècle, ça ne va pas de soi. Or la carte, elle crée le territoire autant qu'elle le représente. Au XIXe siècle, la carte crée le territoire autant qu'elle le représente. Vous voyez la carte de France au fond du mur de votre classe, ben vous savez que vous êtes là et que c'est grand, voilà, et vous savez à quoi ça ressemble. Et puis la langue qui a été une volonté bulldozer tout au long du 19e et du 20e, et ça reste encore au 21e siècle,
alors que la mer monte partout dans le monde, alors que l'Amazonie brûle, alors qu'il y a 50 000 morts au fond de la Méditerranée, on en est encore à s'interroger sur la pertinence d'une petite vaguelette sur le N d'un fange. Enfin, franchement, de quelle rationalité parle-t-on? La langue a été une grande question tout au long du XIXe siècle pour, et toujours encore, de manière absurde aujourd'hui, pour unifier, pour construire une unité à partir de la mosaïque. Il fallait qu'il y ait une langue commune pour que les gens de ce royaume, puis de cette république, puissent parler ensemble. Je ne développe pas, il y aura une matinée consacrée évidemment à la langue, mais c'est un élément tout à fait central. Il y a des symboles, hymnes et drapeaux, qui vont participer de la construction de ce un au-delà de la mosaïque. C'est l'histoire de la République, je ne développe pas non plus, c'est les années 1880, le même drapeau qui arrive partout, un hymne qui arrive partout, c'est le même évidemment, qui est appris dans les écoles, une devise, etc., etc., etc. Et puis la conscription, qui organise le brassage, et la presse qui se développe avec le développement de l'école. Et ça aussi, c'est un élément absolument capital. Certains historiens ont dit la France est née sous presse. La France est née sous presse parce que qu'apporte la presse? Elle apporte du commun. Vous ouvrez le journal Ouest Éclair ou la Dépêche de Brest et vous avez l'affaire Landru, par exemple, ou la bande à Bonneau. Sauf que vous ouvrez Sud-Ouest ou son prédécesseur, vous ouvrez les journaux du nord de la France, La Voix du Nord ou ses prédécesseurs, vous ouvrez les journaux du Sud, vous avez Landru et vous avez la bande à Bonneau. Bref, la presse construit du commun, et c'est un élément tout à fait capital parce que là, on échappe aux faits divers du terroir ou de la proximité pour avoir une espèce de culture, je mets des guillemets, commune, partagée à l'échelle de l'ensemble du pays. Et la presse qui se développe autour des grands courants de pensée. La Dépêche de Brest, pour donner des dates, 1886, c'est le courant républicain, voilà, du matin, le journal républicain du matin, La Dépêche de Brest. Et puis, Ouest Éclair, 1899, c'est le catholicisme social, on va dire. Et c'est parfaitement bien organisé en Bretagne, puisque la Bretagne, comme vous le savez, est une péninsule assez allongée. À l'ouest, il y a le journal républicain du matin, La Dépêche. À l'est, il y a le journal du catholicisme social. Et puis, dans les familles, eh bien évidemment, ça va se partager en fonction des obédiences pendant très longtemps. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Cela a disparu progressivement depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Je ne développe pas d'autres éléments qui s'y ajoutent, mais un siècle. Un siècle pour construire avec une volonté idéologique, avec tout un appareil administratif, avec le relais de symboles, de dates, le 14 juillet, etc. Un siècle pour construire ce que l'on appelle à la fin du XIXe siècle la grande patrie. La grande patrie, c'est le passage d'un sentiment d'appartenance à un terroir basé sur les sens à une conviction d'appartenir à un ensemble plus grand qui s'appelle la France, qui s'appelle la République et qui va se traduire de 14 à 18 de la manière dont vous le savez. On appelle ça l'invention des Français. Ça ne va pas de soi d'appartenir à un espace plus grand que nos sens ne nous permettent d'appréhender. Ça ne va pas de soi. L'invention des Français. Sauf que, on a des spécificités en Bretagne. Et quand le roman national français s'est imposé, le petit Lavis à la fin dans les écoles, nos ancêtres les Gaulois, quand la langue française s'est imposée, en Basse-Bretagne, il y a une autre langue d'origine celtique. Quand un ensemble de faits culturels se sont imposés, il y a eu évidemment en Bretagne des réactions au nom de la diversité, des réactions au nom des singularités qui venaient du fond des âges et qui étaient là encore très vivants. Et cela va susciter
des actions, réactions de militants, pourrait-on dire, en employant un terme d'aujourd'hui, à partir du XIXe siècle. Plus la France et le discours français s'imposaient, plus des discours vont naître en Bretagne au nom de cette dialectique identité-altérité. On nous impose quelque chose, mais nous avons des singularités. Ça s'organise comment? Eh bien, cela va donner un certain nombre de faits, je les cite là encore très rapidement, ça sera développé les jours à venir, dans le domaine du fond culturel, du fond des chants. Eh bien, il va y avoir tout un travail mené par des intellectuels comme La Ville marquée, 1839, le Barzaz Breizh, ce qui rend confiance à tous ceux qui écrivent des livres, et il y en a certainement plusieurs dans la salle, c'est que la première édition du Barzaz Breizh avait été imprimée à 500 exemplaires. Donc, vous voyez, si votre premier ouvrage ne se vend pas beaucoup plus que ça, ou peut-être moins, sachez que la première édition du Barzaz Breizh, c'était 500 exemplaires. Donc ça ouvre toutes les espérances, et peut-être que dans un siècle et demi, on rééditera votre ouvrage. Le vicomte Hersart de La Ville marquée est intéressant, parce que c'est un vicomte, comme je viens de l'indiquer, vous le savez, c'est intéressant parce qu'il participe d'un courant qui est aussi en réaction aux idées voltairiennes, comme on le disait à l'époque de la Révolution française. Et il va y avoir tout un mouvement de déclasser de la Révolution, de déclasser de la ville, de déclasser de l'esprit des Lumières, qui va se replier d'une certaine manière vers le monde paysan des temps d'avant, et qui va, à partir de cette matière venue des siècles précédents et de tradition orale, organiser tout un travail pour le faire connaître. Vous savez ce qu'a dit George Sand, plus grand que l'Iliade, plus beau, plus parfait qu'aucun chef-d'œuvre sorti de l'esprit humain. La Ville marquée était un légitimiste, c'était un catholique, mais qui s'intègre à un mouvement européen au XIXe siècle, pendant la Révolution industrielle, suite à la Révolution française, un courant européen qui part à la recherche des racines populaires, on va dire, des racines des cultures préalables à l'universalisation de l'écrit. Les bretonistes, je cite La Ville marquée. Les langues, nous avons une langue en Basse-Bretagne qui est une langue celtique singulière, une langue qui a fait l'objet de dictionnaires. C'est une langue depuis les siècles et les siècles qui a traversé le temps, et l'on va voir, en même temps, peu ou prou, que La Ville marquée, tout un courant derrière le Gonidec qui vont passer, poursuivre l'aventure de la traduction de l'oralité à l'écrit avec dictionnaire, avec grammaire, etc. L'histoire, le roman national de Jules Michelet. La Bretagne a des singularités, ce fut un grand-duché, ce fut un pays très puissant à l'échelle des mers européennes, et nous allons aussi avoir toute une tradition d'historiens, je cite de Courson, je cite le plus grand peut-être à la fin du XIXe siècle, Laborderie, qui vont écrire l'histoire de ces singularités bretonnes. Laborderie qui était aussi un monarchiste et aussi en rupture avec les idéaux portés par les Lumières, la ville, la Révolution, etc. etc. Ces bretonistes vont essaimer. On va retrouver des travaux nombreux dans des journaux, dans des revues, et tout un mouvement poétique à la fin du XIXe siècle. J'attire votre attention là-dessus. Depuis les années 60-70, on dit que la Bretagne est fruit de la musique, en quelque sorte, et que les richesses musicales de la Bretagne, derrière Stivell, j'y reviendrai, ont construit la couleur bretonne. À la fin du XIXe siècle, c'est les poètes. C'est les poètes. Il y a une foultitude
de poètes qui sont publiés, le Parnasse breton, Louis Tiercelin, Anatole Lebras, j'en passe évidemment, et tout un courant qui magnifie la Bretagne derrière Auguste Briseux et qui va avoir une traduction concrète, régulière, dans les journaux créés, les grands quotidiens régionaux qui se développent grâce au développement de l'école, développement de l'école qui permet le lectorat de se développer au moment où les évolutions industrielles permettent de produire des journaux à très bas coût. Et Ouest Éclair, comme La Dépêche, intégreront régulièrement dans leur première décennie des textes de ces poètes, de ces figures, de ces grands noms de la forme de culture que nous avons en Bretagne. Et cela va se traduire à l'extrême fin de siècle par des mouvements, au sens contemporain du terme, des mouvements politiques, des mouvements culturels, qui vont exister, l'Union régionaliste bretonne, 1898, j'en passe et des meilleurs, je ne vais pas les développer, quelque chose qui a eu une grande importance, c'est le Gorset des Bardes, qui a eu une grande importance à la charnière des siècles, et on l'a un peu oublié. Et les grands courants de pensée vont aussi s'organiser de manière singulière en Bretagne. Le courant républicain va s'organiser, ça sera les Bleus de Bretagne. C'est-à-dire qu'on s'intègre à la grande patrie, mais on développe, c'est ça que je veux vraiment dire, tout un discours sur ce que l'on appelle alors, à la fin du 19e et au début du 20e, la petite patrie. C'est-à-dire qu'on est d'un terroir, on sait qu'on est intégré à une aventure qui est l'aventure de la France, mais on sait aussi qu'on participe d'une autre aventure, qui est l'aventure de cette péninsule qui s'appelle la Bretagne, et dont on voit traces multiples dans la presse du temps, portée par des militants politiques, des militants culturels, etc., etc. Je ne vais pas développer et rentrer dans trop de détails, mais comme la France s'est aussi construite, comme les autres nations dans le monde, à partir de symboles, les drapeaux, les hymnes, eh bien la Bretagne va aussi se construire dans une symbolique de drapeaux et une symbolique de chants partagés. C'est tout à fait intéressant de regarder cela. Le drapeau, j'en parle en 2023, on estime qu'il est né en 1923, en même temps que le festival de Cornouailles. L'hymne était né beaucoup plus tôt, comme vous le savez, inspiré par l'hymne du pays de Galles, et il a été fait par l'Union régionaliste bretonne, hymne national, c'est le terme, en 1903. Je me suis intéressé à l'hymne breton Brogose, et à sa propagation auprès du grand public. Et pour regarder sa propagation auprès du grand public, il suffit d'ouvrir jour après jour les pages de Ouest Éclair et les pages de La Dépêche pour voir, les moteurs de recherche nous y aident aujourd'hui, pour voir quand est-il chanté, pourquoi est-il chanté, est-ce qu'il est vraiment très présent. Et je le disais dans Être breton, j'ai été très surpris de voir, et quand on voit les polémiques liées au final de Coupe de France, polémiques ridicules, quant à savoir si on doit entonner, on a beaucoup reculé, hein, parce que je prends 3 exemples que je vous cite. En 1923, il y a un siècle, quand Raymond Poincaré, président du Conseil, vient à Guingamp pour aller à Tréguier, pour honorer la mémoire d'Ernest Renan, il est accueilli à la gare de Guingamp par les hymnes. Et si vous prenez La Dépêche, si vous prenez Ouest Éclair, vous lirez que l'hymne national breton est entonné et que l'hymne national français, ensuite, est joué. Ça ne pose aucun problème. C'est le président du Conseil, c'est le Premier ministre. Il est accueilli par les hymnes, c'est naturel. En 1930, quand le président Gaston Doumergue vient à Brest inaugurer le pont qui s'appelle maintenant le pont de l'Iroise, et le pont Albert Loup, le vieux pont, évidemment, en 1930, qui relie, on ne sait pas pourquoi, la Cornouaille et le Léon. On n'était pas sûr qu'il soit nécessaire de relier la Cornouaille et le Léon. Bon, ça a été fait. Bon, voilà, dont acte, hein, c'est l'histoire.
eh bien, il est président de la République, c'est Gaston Doumergue. Voilà. Imaginons aujourd'hui. Bon, hein. Il est accueilli par les hymnes. Et ce sont des bardes qui vont entonner le brogose. Et on voit dans la dépêche que le président de la République, ému par le chant des bardes, descend, c'était pas prévu par le service de sécurité, descend pour serrer les mains et embrasser les bardes qui ont chanté le brogose Mazadou. Enfin, voilà. Et ensuite, c'est la musique municipale qui entonne la Marseillaise. Mais on voit dans la presse les hymnes. Et puis, Quimper, festival fête des reines de Cornouailles, on est quelques années après, en 1929, j'ai trouvé ça dans Ouest Éclair. Inauguration, il faudrait dire ça à Jean-Michel Le Viol, inauguration des fêtes devenues les fêtes de Cornouailles, hein, en 1929, la musique municipale de Douarnenez. Vous avez bon goût, les Quimpérois à l'époque. La musique municipale de Douarnenez exécute la Marseillaise, puis le brogose Mazadou, hommage émouvant à la grande et à la petite patrie. Traduction du propos que je vous tenais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans ces années-là, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. On est de son terroir, il y a l'hymne national breton, il y a l'hymne national français, ça participe aussi de nos fêtes. Dernier élément sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le rôle des artistes, puis la naissance des festivals, puis tout ce que l'on a connu et que l'on va connaître et que je résumerai rapidement au XXe siècle. Des artistes vont venir en Bretagne découvrir les soleils couchants sur la mer et ils vont venir très tôt dans le XIXe siècle. Toute une aventure naît à Douarnenez, à Pont-Aven, à Concarneau. Vous le savez. Cela va être un élément capital du développement du tourisme. Le train arrive à Quimper en 1863 et du train qui arrive à Quimper au bout du monde en 1863 vont descendre des touristes. Qui vont aller où? Qui vont aller sur les lieux que les peintres, les marginaux, avaient découverts au cours des décennies précédentes. Et ils vont aller sur ces lieux où le soleil se couche au bout du monde dans des couleurs magnifiques. Ils vont aussi aller à Douarnenez, ils vont aussi aller à Concarneau ou à Pont-Aven. Cela va être renforcé par le Touring Club de France qui se crée en 1890. Ne rentrons pas là encore dans les détails, mais notons que les premières fêtes estivales, où on se présente à l'altérité, où on montre ses costumes et l'on fait entendre ses chants aux autres, ceux qui viennent de loin, ceux qui ont pris le train, qui ne parlent pas la même langue, qui ne sont pas habillés pareil. Les premières fêtes, elles sont où? Eh bien, comme par hasard, si l'on peut dire, mais ce n'est pas du tout un hasard. Elles sont à Pont-Aven, la fête des fleurs d'Ajon en 1905, c'est à Concarneau, les filets bleus en 1905, et c'est à Douarnenez, la fête des mouettes en 1907. Comme par hasard, là où, en Basse-Bretagne, il y avait des noyaux artistiques très anciens qui avaient fait connaître par leurs toiles des sites jugés exceptionnels qui vont servir de support au développement touristique qui va recouvrir le XXe siècle. La fête des mouettes et la fête des filets bleus s'intégrant aussi à une autre volonté qui était une volonté, on va dire, humanitaire en soutien aux populations en détresse dans le cadre de la crise terrible de la sardine. Le XXe siècle va se dérouler, je ne rentrerai pas dans l'entre-deux-guerres, avec, en donnant des détails, vous le savez, de toute façon, cette aventure culturelle, linguistique et politique est connue, avec une césure, et je veux quand même attirer juste votre attention là-dessus, c'est que les courants régionalistes qui naissent à la fin du XIXe siècle et qui se développent dans les premières années du XXe vont être confrontés à une grande difficulté, qui est la difficulté que l'on connaît en France encore aujourd'hui, d'une affirmation jacobine refusant systématiquement la reconnaissance de la diversité. De nombreux députés républicains, donc du camp majoritaire, des Bretons,
députés républicains du camp majoritaire vont demander au début du XXe siècle que soit reconnue la langue bretonne et qu'elle soit enseignée à l'école publique. Il va y avoir des pétitions. Il va y avoir des pétitions signées par de très nombreuses communes de Basse-Bretagne réclamant également la reconnaissance de la langue bretonne dans l'enseignement. Des députés parmi les plus éminents de l'époque vont s'engager, dont le député de Quimper d'ailleurs, vont s'engager autour de ce combat-là. Et ils vont aller d'échec en échec. Ils vont aller d'échec en échec au nom de cette uniformité qui a été la traduction idéologique française du concept d'unité. On voulait l'unité, on a construit l'uniformité. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut avoir l'unité dans la diversité, c'est même devenu une espèce d'emblème de l'Europe. Mais la France a construit une uniformité pour s'assurer de son unité. Et ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, et ces refus de la France de reconnaître la singularité bretonne vont amener la création en 1911 du Parti nationaliste breton. C'est-à-dire d'une radicalisation du mouvement culturel et politique breton qui naît des échecs connus par les courants régionalistes. Yves Le Gallot, un grand historien breton qui a donné son nom à un grand auditorium de l'Université de Bretagne occidentale, au Grand Amphi, Yves Le Gallot, qui a participé à la création de l'UBO d'ailleurs. Yves Le Gallot, qui était un pur républicain, qui ne pouvait pas être passible de suspicion régionaliste ou autonomiste, Yves Le Gallot le dit et l'écrit, à savoir que c'est l'intransigeance nationaliste française qui crée le nationalisme breton. Et ça, on va le voir deux fois dans l'histoire du XXe siècle, dans les années 1905, 7 jusqu'à 1911, avec la création du Parti nationaliste breton. On va le voir autour de Pleven, au lendemain de la guerre, quand Pleven, Tanguy Prigent et toute l'aventure du Célib, née ici à Quimper en 1950, en juillet 50, je crois, quand l'aventure du Célib va proposer des développements spécifiques pour la Bretagne au nom de ce que l'on appelait à l'époque le retard économique breton et le fait péninsulaire, quand ils vont proposer une loi-programme spécifique pour la Bretagne, une loi-programme en 1964, les députés gaullistes de la majorité, pourtant proches de René Pleven, les députés gaullistes vont s'y opposer. Pas de diversité, pas de loi spécifique à la Bretagne. Et cet échec de Pleven et de tout le mouvement politique qu'il avait entraîné avec Tanguy Prigent et avec beaucoup d'autres, dans une grande diversité idéologique et politique d'ailleurs, ce qui faisait la richesse du Célib, cet échec-là de 1964 va amener aussi des radicalisations, et on verra ensuite la création du FLB, et on verra ensuite de nombreuses manifestations de radicalité bretonne. Et là encore, on pourrait dire après Yves Le Gallot que l'intransigeance jacobine a été le pétrole qui nourrit le moteur des revendications bretonnes d'une certaine manière. Il y a une impossibilité à remettre en cause le dogme de l'uniformité. Vous savez ce qui s'est passé après-guerre, suite aux errances nauséeuses d'un certain nombre de militants nationalistes. Vous savez ce qui s'est passé après-guerre quant au regard suspicieux, pour le moins porté sur le nom même de leur journal qui était devenu symbole du mouvement, à savoir Breizatao. Un Breizatao, c'était devenu une insulte. Et vous savez que l'idée bretonne mettra du temps à s'en relever. Elle mettra du temps et elle le fera par des formes de singularité culturelle, par les cercles celtiques et par les bagadous nouveaux qui ont été créés là. C'est-à-dire par ce que l'on appelle aujourd'hui le patrimoine et le patrimoine immatériel des danses, des chants, qui vont participer à cette affirmation bretonne qui se déploie ou se redéploie à partir des années 50, dans un contexte qui va progressivement avoir ses prolongements. Je citais le Célib à l'instant, on pourrait citer le MOB, qui avait été créé en 1957, on pourrait citer évidemment l'UDB, qui a été créé pendant la guerre d'Algérie en 1964, et qui était une scission du MOB liée à cette actualité douloureuse
de la colonisation et des guerres coloniales des années 50, pour en arriver à 68 et à son prolongement breton. Je veux m'arrêter un peu là-dessus. Et pour revenir au Gwenadu, né en 1923, longtemps interdit, et qui va ressurgir là, dans les années 60, qui va ressurgir évidemment avec les cercles et les bagadous dès les années 50, mais qui va franchir la barrière des mondes culturels pour irradier progressivement l'ensemble des champs sociaux à partir des années 60. Tout à fait intéressant de voir les tribunes du Parc des Princes en 1965 et en 1971. Vous avez les deux finales gagnées par Rennes. 65 contre Sedan et 71 contre Lyon. Regardez les photos de ces deux finales gagnées par Rennes. Eh bien, vous verrez les Gwenadu. Regardez les images de l'accueil des joueurs du Stade Rennais, il y en a, on en trouve assez facilement, à la gare de Rennes, et ils vont remonter jusqu'à la mairie de Rennes. Ils vont remonter l'avenue Janvier. Et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir beaucoup de Gwenadu en 71. 68, 65, première finale, 68, 71. Le symbole, le morceau, le drapeau qui illustre une singularité. Ce drapeau, il va connaître une aventure magnifique, en quelque sorte, à partir de 72. 72, c'est une année clé. 72, c'est une année clé qui vient, c'est le prolongement de 68 en Bretagne, pourrait-on dire, qui est basé sur un socle lié à deux livres, je crois, très importants, qui participent de cette évolution de cette époque. Ils sont publiés tous les deux en 1970, Debout Bretagne, de Michel Fliponneau, qui va avoir une importance tout à fait considérable. Fliponneau, c'était un grand géographe qui avait participé à l'aventure du Célib, qui participait encore à l'aventure du Célib. Fliponneau va écrire un très épais ouvrage avec un Gwenadu en couverture qui s'appelle Debout Bretagne, où il donne un grand nombre d'éléments objectivables, on va dire, sur l'économie bretonne, sur la société bretonne, sur le développement global de cette péninsule. Et puis il y a un deuxième livre, complémentaire, très important, qui va avoir une influence considérable même. Comment peut-on être breton? De Morvan-le-Besque, où Morvan-le-Besque développe un plaidoyer pour les identités composites. Il le dit, oui, je suis français, mais je suis breton. Et je défie quiconque de me retirer ma part de bretonité. Si pour être français, il faut abandonner sa bretonitude, je refuse dans ce cas-là d'être français. Mais si pour être breton, il faudrait abandonner une part de sa francitude, il n'a pas ces mots-là, eh bien je refuse dans ce cas-là. Je suis les trois, il dit européen aussi. C'est-à-dire qu'il développe un plaidoyer sur les identités composites, il est comme ça, voilà. Et ça s'appelle, c'est sous-titré, Essai sur la démocratie française. Et c'est tout à fait intéressant d'ailleurs parce que il y a là une question démocratique. Quand on ne respecte pas les sentiments d'appartenance des citoyens qui sont siens, ça construit une difficulté démocratique. 68, 70, 72. 72, c'est l'année clé. Et nous sommes, si je puis dire, en métaphore, nous sommes tous les enfants de 60. Et on me coupe le sifflet. C'est peut-être parce qu'il est temps de passer à la vidéo, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Hein. Non, c'est peut-être la pile. C'est la pile, j'ai usé la pile. 72. Pareil. Attends, on peut le mettre là? Parce que j'ai l'habitude de bouger les bras. On peut le faire. Ça passe? Super. 72, Stivell à l'Olympia. C'est vachement important, Stivell à l'Olympia, parce que ça participe d'une fierté. L'Olympia, c'est un lieu éminent, hein, Bruno Cocatrix à l'époque. Bon, voilà. Stivell à l'Olympia, c'est les cultures populaires de Basse-Bretagne, de Bretagne en général, qui arrivent dans le sein des saints de la musique, des musiques populaires. C'est les groupes de Fescounons, Diaoulette, enfin,
etc. C'est le festival de Kertalgue, 72, c'est pas rien. On est dans un festival ici qui est bien plus ancien, mais on voit le développement considérable à partir des années, surtout des années 80, des festivals. Kertalgue, 72. C'est la grève du juin français qui a eu une popularité tout à fait considérable et où, je le cite pour cette raison-là, où, au-delà de l'importance du conflit social, la CFDT, pour citer le syndicat porteur du Gwenadu, la CFDT va amener le Gwenadu dans un mouvement social. Et donc le Gwenadu quitte, en quelque sorte, le terrain culturel pour arriver clairement dans le champ d'un combat social. Et puis la grève du juin français, reprenez la grève du lait, reprenez les manifestations paysannes de 72 autour de la grève du lait, et vous verrez également, là encore, des Gwenadu. Et donc le Gwenadu quitte son monde d'origine pour s'infiltrer dans l'ensemble de la population bretonne par différentes entrées. 72, c'est les premiers grands procès du FLB. 72, c'est la tournée Ferré-Glenmore et le lien entre deux monstres de la chanson, deux grands poètes, deux personnalités très impressionnantes, mais sur un pied d'égalité. C'est ce qu'avait dit Ferré en demandant à Glenmore de l'honorer, puisqu'il avait employé le terme d'honneur, de faire une tournée ensemble, et il y en a peut-être dans cette salle qui ont assisté au concert donné ensemble par Ferré et Glenmore en 72. Et sur le plan institutionnel, 72, c'est aussi la création des régions comme établissement public. Bien. 72, Brézon Necbu-Naguez, de Père d'Énès. 72, la coopérative Névénoé. Beaucoup de choses, donc, en 72, et beaucoup d'héritages. 77, c'est Diwan. 75, quelques années après, c'est Père Jacques Elias, le cheval d'orgueil, et paix à son âme, ici, au Festival de Cornouailles. Je sais l'importance qu'a eu, évidemment, Père Jacques Elias. Son livre est contemporain d'un autre bouquin qui illustre ce mouvement de fond, et c'est ça que je voulais vous dire, le bouquin de Emmanuel Leroy-Ladurie, Montaillou, village occitan, à savoir, dans le mouvement post-68 tard, en 72 en Bretagne, dans cette décennie 70 qui va aboutir à Plogoff, qui va aboutir au Larzac, à savoir une reconnaissance pleine et entière du fait régional comme moteur d'activité sociale et culturelle, et en Bretagne, on est bien placé pour le mesurer. À savoir, pour en revenir à ces éléments constitutifs de nos identités, après les difficultés liées à la Seconde Guerre mondiale dans les années 70, il va y avoir une volonté d'affirmation régulière de ces singularités bretonnes, portées par des militants. Les Bretons se sentent bretons, les Bretons osent dire qu'ils se sentent bretons, et des militants vont porter, des militants qui construisent les festivals, à Cornouailles comme ailleurs, des militants qui construisent Diwan, des militants qui construisent toute cette extraordinaire affirmation bretonne qui se trouve dans tous les secteurs de la vie sociale, politique aussi, et culturelle. Développement considérable du fait associatif et lien progressif à partir des années 70 avec le monde économique. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de la société bretonne qui ose affirmer tranquillement son intégration à un espace singulier qui s'appelle la Bretagne. D'où l'importance de Loïc Hénaf, que j'inviterai tout à l'heure à me rejoindre, parce que Loïc, au-delà de lui-même, est porteur de cette aventure-là. Jean Hénaf est lié à un terroir, très clairement, mais il va être aussi lié à un ensemble que Jean-Jacques, le fils, ne fait plus du tout sujet, d'une certaine manière, Loïc qui deviendra président de Produits en Bretagne. Je voudrais conclure par cette partie longue, et je vous remercie pour votre attention. Je voudrais conclure par une phrase d'Albert Camus, qui parle en quelque sorte de nos sentiments d'appartenance, de nos identités, de ce que nous sommes, et qui dit, c'est très court, il y a l'histoire, et elle est tragique, et il y a autre chose, le simple bonheur.
la passion des êtres, la beauté naturelle. Je voulais terminer là-dessus parce que c'est quelque chose qui me semble clé dans nos affirmations bretonnes d'aujourd'hui. Il y a l'histoire, elle peut être douloureuse. En Bretagne, l'histoire culturelle a été douloureuse parce qu'elle s'est accompagnée, cette affirmation française, d'une hiérarchie entre des cultures d'en haut et des cultures d'en bas. Et nous, nous étions les ploucs. Nous étions en bas. Cette histoire culturelle et linguistique s'est accompagnée d'une diglossie, donc d'une hiérarchie entre des langues. Il y avait les langues de l'avenir, les langues qui ouvrent les portes de la ville, des métiers, de l'administration, de l'émancipation, et puis il y avait la langue des ploucs. Ça, c'est nous. On était porteurs de ça. Il y a des hiérarchies. Donc l'histoire, elle peut être tragique, elle peut être douloureuse, et Albert Camus a raison de le rappeler. Mais nous sommes aussi composés d'autre chose. Du simple bonheur, ben oui, de partager des moments avec des gens qu'on aime bien, dans des festivals ou ailleurs, à l'échelle d'un territoire. Voilà, on est breton, tout simplement, et on aime aussi se retrouver autour de danse, de musique. Et c'est pas mal. La passion des êtres, ben oui, n'oublions pas une chose qui me semble essentielle, c'est que avant d'être breton, et je reprends là Louis Guillot, qui dit dans Ma Bretagne, qu'il y a cet échange entre deux personnes, une personne qui dit à l'autre, ben oui, tu es breton, comme nous tous, mais d'abord, tu es au monde. Ben, c'est tout simple ce que dit Louis Guillot. Tu es breton, comme nous tous, évidemment, mais d'abord, tu es au monde. Ben oui, on est humain. Et la passion des êtres, quels qu'ils soient, dans toute leur diversité, quelle que soit leur couleur de peau, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, après tout. La passion des êtres. On est humain, on n'est rien du tout. On est un parmi 8 milliards d'autres. Hein. Et donc, il ne faut pas trop se la péter non plus. Quoi. Bon, voilà. Et puis la beauté naturelle. Ben oui, la beauté naturelle. Et la beauté naturelle, c'est quelque chose de très subjectif. Et j'imagine qu'au premier rang, il y a au moins 2 personnes qui pourraient me dire que quand ils sont à Sainte-Marine, ils se posent. Ou quand ils sont à Poudreuzic, ils se posent, ils regardent et ils se disent « c'est beau ». Voilà. Moi, je ne suis pas sûr de les comprendre. Mais quand je suis sur le sentier côtier, à Douarnenez, et que après Poulan ou Bezec, je regarde, je me dis « purée, quand même, c'est beau, c'est beau, c'est beau ». Et la terre, elle est menacée, donc faisons attention quand même. Faisons que ça reste beau pour nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Donc voilà, on est breton, bien sûr, comme tout le monde. Mais on est aussi au monde. Voilà, et peut-être d'abord. Il y a l'histoire, elle est douloureuse. Et il y a autre chose, le simple bonheur, la passion des êtres, la beauté naturelle. Voilà, merci pour votre...